Pour comprendre ce qui s'est passé le 9 avril, il faut d'abord comprendre ce que le cessez-le-feu américano-iranien n'avait pas réglé. Et pourquoi ce silence était, dès le départ, une bombe à retardement. Le deal annoncé par Washington autour d'une trêve de 2 semaines avec Téhéran avait été présenté comme un succès diplomatique. Une pause dans les hostilités directes entre les États-Unis et l'Iran, assortie d'une promesse de réouverture du détroit d'Ormuz. C'était le cadre officiel. Mais le Liban n'y figurait nulle part. Pas dans le texte. Pas dans les déclarations publiques. Le front libanais avait été laissé de côté. Soit parce qu'aucune des parties n'était prête à faire les concessions que l'inclure aurait exigées, soit parce que certains pensaient, à tort, que la trêve principale suffirait à refroidir l'ensemble du théâtre régional. Le 9 avril a montré que cette hypothèse était fausse. Le Hezbollah a lancé ce jour-là sa première offensive majeure contre le nord d'Israël depuis l'annonce du cessez-le-feu. Le groupe a revendiqué publiquement une salve de roquettes visant le kibboutz de Manara, dans la Haute-Galilée, décrivant cette attaque comme une riposte directe à ce qu'il qualifie de violation israélienne récente. En quelques heures, l'accord censé refroidir la région avait produit exactement le contraire. Une escalade sur un front que le texte n'avait jamais été conçu pour couvrir. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence logique d'un accord bâti sur des fondations incomplètes, dans lequel chaque partie avait gardé sa propre lecture des termes sans jamais se mettre d'accord sur un texte commun opposable. Dans son communiqué officiel, le Hezbollah a encadré cette attaque non pas comme une initiative indépendante, mais comme une réponse à la violation de l'esprit du cessez-le-feu américano-iranien par Israël. Ce cadrage mérite d'être lu attentivement, parce qu'il révèle la stratégie rhétorique du groupe. En affirmant que les frappes israéliennes contre le Liban ont rompu l'esprit de la trêve. Même si le texte de cette trêve ne mentionnait pas le Liban, le Hezbollah se positionne comme le défenseur d'un accord qu'il n'a pas signé et dont il élargit unilatéralement la portée. C'est une posture à la fois défensive sur le plan politique et offensive sur le plan militaire. Le groupe affirme qu'Israël aurait lancé environ 100 frappes sur le Liban dans une fenêtre de temps extrêmement compressée. Israël n'a pas confirmé ce chiffre dans les mêmes termes, et le Hezbollah n'a pas fourni de vérification indépendante. Mais la densité de frappes décrite, si elle est exacte, produit mécaniquement le type de bilan civil que les autorités libanaises ont commencé à documenter. Plus de 100 morts et des centaines de blessés selon des sources gouvernementales libanaises, des chiffres qui n'avaient pas encore été pleinement confirmés par les agences de presse internationales au moment de la diffusion, mais qui ont immédiatement suscité des condamnations de la part des organisations humanitaires et des observateurs. Des droits humains dans la région. Une densité de frappes de cette ampleur sur une fenêtre de quelques minutes, près de zones peuplées, produit exactement le profil de perte civile que le ministère libanais de la Santé est en train de documenter. C'est l'argument que le Hezbollah fait circuler dans l'espace public, et le bilan humain est l'argument qu'il fait valoir sur le terrain. Le groupe a également averti que sa réponse se poursuivrait aussi longtemps qu'il percevrait une agression israélienne continue contre le Liban et sa population. Cette formulation est diplomatiquement précise. Ce n'est pas une déclaration de guerre ouverte, c'est un avertissement conditionnel. Le Hezbollah dit à Israël, « Si tu ralentis, nous ralentissons. Si tu intensifies, nous intensifions. » Ce cadrage lui donne une latitude maximale pour escalader ou désescalader à sa guise sans jamais avoir à annoncer un changement de doctrine. Et il préserve une marge de manœuvre pour toute pause future que le groupe voudrait justifier sans perdre la face. Les responsables américains et les dirigeants israéliens ont été clairs dans leurs déclarations publiques. Les opérations contre le Hezbollah se situent hors du périmètre du cessez-le-feu américano-iranien. Washington traite le Liban comme un conflit distinct. Tel Aviv considère le front libanais comme un théâtre ouvert que la trêve avec Téhéran n'a pas gelé. C'est la position officielle des deux capitales. Mais ce n'est pas la lecture que Téhéran a adoptée dans sa communication interne. Et c'est précisément cet écart entre deux interprétations divergentes d'un même accord qui a produit les roquettes du 9 avril. D'un côté, une partie croyait que le deal couvrait le Liban. De l'autre, une partie affirmait qu'il ne l'avait jamais fait. Les deux parties ont agi sur la base de leur propre lecture, sans jamais s'appuyer sur un texte partagé et contraignant. C'est la définition d'un accord fragile, non pas parce que les deux parties l'ont rejeté, mais parce qu'elles ne se sont jamais accordées sur ce qu'il contenait vraiment. Le vice-président américain J.D. Vance a fourni la version la plus explicite de la position américaine. Selon lui, les Iraniens ont cru que le cessez-le-feu incluait le Liban, mais il ne l'a tout simplement pas fait. Washington n'a jamais fait cette promesse, n'a jamais donné cette indication. La trêve portait sur l'Iran, sur les intérêts américains, et sur les alliés des États-Unis, Israël et les États arabes du Golfe. Puis Vance a ajouté une formulation que beaucoup ont laissé passer trop vite. Il a dit qu'Israël avait offert de se retenir un peu au Liban pour laisser une chance aux négociations. Cette dernière clause est un aveu diplomatique important.
Elle reconnaît implicitement qu'Israël a une marge discrétionnaire au Liban, qu'il n'a pas exercée pleinement, mais qu'il pourrait exercer. La porte d'entrée dit que le Liban n'est pas dans l'accord. La porte de service dit qu'Israël pourrait ralentir quand même. Ce sont deux messages simultanément adressés à deux audiences différentes. La réponse iranienne au regain de violence au Liban ne s'est pas limitée aux déclarations verbales. Selon les médias d'État iraniens et les sources régionales, Téhéran a durci l'accès au détroit d'Ormuz dans les heures qui ont suivi les frappes israéliennes sur le Liban. Ce geste renverse la concession centrale que l'Iran avait offerte dans le cadre du cessez-le-feu, la réouverture d'Ormuz. L'agence phare a cadré cette décision comme une réaction directe à ce que l'Iran appelle la pression militaire israélienne persistante, et non comme une violation des termes de la trêve. Cette distinction de formulation est stratégiquement fondamentale. Elle permet à Téhéran de dire qu'il ne brise pas l'accord, il fait respecter une condition que Washington a refusé d'inclure. L'Iran envoie un message sans ambiguïté, le Liban et Ormuz sont désormais liés. Que le texte du cessez-le-feu l'ait prévu ou non. Ce mouvement contredit directement l'annonce centrale que Trump avait faite au moment de la trêve. Le président américain avait présenté la pause de 2 semaines comme étant construite autour de la réouverture complète et sécurisée du détroit d'Ormuz, en reliant explicitement la suspension des frappes américaines à la libre circulation des tankers pétroliers dans le Golfe. En refermant l'accès à Ormuz, l'Iran retire la pierre angulaire sur laquelle reposait toute l'architecture de cet accord. Techniquement, le cessez-le-feu est encore en vigueur. Aucune des deux parties ne l'a formellement dénoncé. Mais sa clé de voûte vient d'être enlevée, et ce qui reste tient à un fil. Presse TV a rapporté qu'un tanker baptisé Aurora aurait fait demi-tour à proximité du détroit. Cet incident n'a pas été confirmé par les grandes agences de presse internationales. Si le rapport se vérifie, il serait le type d'événement physique que les services de renseignement maritime et les assureurs suivent en temps réel, et non le type de déclaration qui existe seulement dans le registre officiel. Pour l'instant, le récit iranien n'est pas corroboré par les sources qui couvrent habituellement les incidents maritimes dans le Golfe. Les versions iraniennes et occidentales de cet incident divergent radicalement. Le statut exact du navire n'a pas été établi avec le niveau de sourçage que ce type de revendication requiert. L'Iran utilise cet incident pour démontrer son contrôle maritime. D'autres lectures le présentent différemment. Les deux versions sont politiquement utiles à qui les pousse. C'est la raison pour laquelle cette histoire circule si rapidement dans les médias iraniens, pendant que les agences internationales maintiennent leur silence en attendant une confirmation indépendante. La confusion autour de la portée réelle du cessez-le-feu soulève une question fondamentale sur le processus de négociation lui-même. Est-ce que les termes transmis via le Pakistan ont atterri de la même façon des deux côtés ? Islamabad a joué le rôle de principal canal de communication entre Téhéran et Washington tout au long des négociations. Reuters a décrit le leadership pakistanais comme jouant un rôle central dans la diplomatie de dernière minute autour de la trêve. Mais les canaux indirects ont une propriété inhérente. Ils permettent à chaque partie de formuler sa propre version du message transmis, sans jamais exposer les deux versions à une confrontation directe. Si le front libanais a été évoqué dans les messages transmis à Téhéran d'une façon, explicitement exclu dans les communications américaines de l'autre côté, alors l'écart n'est pas une surprise de dernière minute, il était intégré à l'architecture de la négociation depuis le premier jour. C'est précisément la question que toutes les capitales ayant des intérêts dans ce dossier posent maintenant. Et c'est une question à laquelle personne ne peut répondre sans accéder aux échanges complets, qui ne seront jamais rendus publics dans leur intégralité. Les dirigeants israéliens ont été explicites. La pause est réversible. Si la situation sur le terrain l'exige, les opérations peuvent s'intensifier à nouveau. Cette déclaration, prononcée alors que le cessez-le-feu est techniquement encore en vigueur, est moins une menace de rompre l'accord qu'une formulation de la position israélienne sur ses marges d'action. Tel Aviv dit à son opinion publique que la trêve est conditionnelle. Elle ne vaut que si certains paramètres sont respectés. Il dit à Téhéran que la pause n'est pas un règlement définitif. Et il dit à Washington qu'Israël se réserve le droit d'agir selon sa propre lecture de la situation quand il jugera que la fenêtre de retenue est fermée. C'est une communication à 3 niveaux simultanés, adressée à 3 audiences différentes dans le même registre diplomatique. Israël ne sort pas du cadre, il redéfinit ses marges à l'intérieur du cadre. Ce type de formulation est caractéristique d'un acteur qui veut préserver sa flexibilité opérationnelle sans assumer publiquement la responsabilité d'une rupture. Prenons un pas de recul pour voir ce que cette journée révèle vraiment, au-delà des incidents individuels. Des roquettes du Hezbollah sur Manara. Des frappes israéliennes massives sur le Liban. L'Iran qui referme Ormuz. Un tanker qui fait demi-tour en mer, selon des sources non confirmées. Vance qui affirme que le Liban n'a jamais fait partie de l'accord. Israël qui prévient que les opérations pourraient s'intensifier.
et le Pakistan assis au sommet d'une chaîne de communication indirecte qui a peut-être transmis des versions différentes du même accord aux deux extrémités. Chaque élément du cessez-le-feu censé tenir est aujourd'hui mis à l'épreuve par un événement que le cessez-le-feu n'avait jamais été conçu pour absorber. Le Liban était toujours le problème que l'accord ne pouvait pas résoudre. Il était la partie que chaque camp préférait laisser non réglée parce qu'y répondre aurait exigé des concessions qu'aucun d'eux n'était prêt à faire. Ce problème non résolu vient d'arriver à l'intérieur de la première semaine de la trêve, avec la ponctualité d'une horloge qui n'avait jamais été réglée sur la même heure par les deux parties. La survie du cessez-le-feu dans les 48 heures suivantes dépend de plusieurs variables simultanées. Est-ce que le Hezbollah ralentit? Est-ce qu'Israël ralentit? Est-ce que l'Iran rouvre Hormuz? Est-ce que le Pakistan parvient à resynchroniser les messages entre les deux capitales qui lisent cet accord de façon diamétralement opposée? Ces 4 questions n'ont pas de réponse garantie. Et l'absence de réponse positive à n'importe laquelle d'entre elles suffit à faire s'effondrer ce qui reste du cadre. Pour l'instant, la guerre a marqué une pause sur un front et s'est accélérée sur un autre. Et l'accord censé la stopper fonctionne sur 2 horloges différentes. Une à Washington, une autre à Téhéran. Tant que personne ne les synchronise, la prochaine déflagration n'est qu'une question de temps.